Imaginons un instant la construction d'un gratte-ciel. Aujourd'hui, on a des niveaux laser, des modélisations 3D ultra complexes, des coordonnées GPS qui sont calculées au millimètre près. Ouais, la totale, quoi, une vraie merveille de précision mathématique. C'est ça. Mais le truc fou, c'est qu'il y a de très fortes chances que ce bâtiment ultra fonctionnel et standardisé soit complètement obsolète, voire même démoli d'ici, disons, 80 ans. C'est le cycle moderne, oui. Et pendant ce temps-là, on regarde une cathédrale gothique. Un truc bâti il y a quoi, 800 ans. Et on réalise que ces artisans n'avaient pour tout instrument de mesure qu'une corde. Une corde et la longueur de leur propre avant-bras, c'est quand même dingue. Mais totalement, je suis toujours fascinée par ça. Non seulement ces structures tiennent encore debout, mais en plus, des milliers de gens voyagent à travers le monde entier juste pour ressentir l'atmosphère, l'énergie à l'intérieur. Donc on lance notre plongée du jour là-dessus. Qu'est-ce que ces bâtisseurs anciens comprenaient de l'espace que nos ordinateurs modernes ignorent complètement? C'est vraiment le paradoxe central qui traverse toute la sélection de notes et d'extraits qu'on analyse aujourd'hui. C'est tiré d'un document qui s'intitule « Les standards Fractos ». Un titre assez énigmatique d'ailleurs. Oui, mais le texte propose une grille de lecture hyper radicale, tu vas voir. Il parle de la transition de l'humanité, qui est passée d'une architecture vivante vers ce qu'il appelle une prison métrique. Une prison métrique, carrément? C'est le terme. En fait, les standards modernes, comme nos mètres, nos kilos ou même nos emplois du temps super stricts, c'est décrit comme une tridimensionnalité statique. En gros, c'est l'application d'une règle complètement morte sur un espace vide. Alors que les anciens faisaient l'inverse, c'est ça? Exactement. Les standards anciens fonctionnaient comme des fractales dynamiques. Elles étaient directement dérivées de l'être humain et du paysage environnant. D'accord, décortiquons tout ça. Parce que pour bien capter ce concept de fractale vivante, il faut d'abord comprendre pourquoi les sources considèrent nos mesures actuelles comme fondamentalement défectueuses. C'est le point de départ incontournable, oui. Surtout que l'histoire de la création du système métrique est fascinante en soi. En 1791, on est en pleine Révolution française et un groupe de scientifiques décide de définir pour de bon ce que serait un mètre. Ils voulaient faire table rase du passé, quoi. C'est ça. Fini les anciennes mesures basées sur le pied ou le corps du roi. Ils ont donc décrété qu'un mètre serait très exactement la 10 millionième partie de la distance entre l'équateur et le pôle Nord. En passant par Paris, évidemment. Ah bah, la touche française, que veux-tu, hein? Mais sur le papier, fonder une mesure sur la taille de la planète, ça semble grandiose. Ça l'est, d'un point de vue symbolique. Mais le document souligne que c'est en fait une erreur philosophique majeure. Ouais, l'analogie dans le texte est super parlante. C'est un peu comme si tu prenais en photo un danseur au sommet de son saut, tu imprimes l'image et tu décrètes que ce morceau de papier immobile, c'est la danse. C'est une très belle erreur, comme dit le texte. L'analogie de la photographie illustre super bien le problème. La Terre, ce n'est pas une sphère rigide et parfaite. C'est un géoïde vivant. Ça bouge tout le temps, en fait. Bah oui. L'écorce terrestre bouge, les marées déforment la croûte, la planète se dilate, se contracte. Elle respire, littéralement. Donc, en coulant cette distance théorique dans une barre de platine et d'iridium, Le fameux maître étalon enfermé dans un coffre-fort à Paris. exactement, en l'enfermant pour décréter que c'est la réalité absolue, on crée une rupture. On coupe la mesure de la pulsation naturelle de son environnement. L'auteur appelle ça imposer un bruit numérique à la matière. Le terme bruit numérique est super intéressant, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire quand on construit, disons, une chaise ou une maison aujourd'hui? Eh bien, ça veut dire qu'on force une grille conceptuelle abstraite sur un matériau qui est organique. Prends le bois d'un arbre, par exemple. Ouais. Il a poussé selon les cycles du soleil, de l'eau, des saisons. Si on le découpe en planches standardisées de 2,40 m pour correspondre à des normes industrielles, on ignore totalement les lignes de force naturelle de ce bois spécifique. D'un autre côté, cette standardisation est hyper utile pour la production de masse. C'est indispensable pour qu'une usine robotisée puisse assembler des millions de meubles en kit, tu vois. Bien sûr, pour les robots, c'est parfait. Mais sur le plan de la résonance, c'est là que ça coince. On impose une contrainte arbitraire. La mesure ne sert plus à harmoniser les parties entre elles, elle sert juste à assurer une conformité extérieure. Et cette volonté de conformité, elle ne s'est pas arrêtée aux distances physiques. Les sources montrent qu'on a appliqué la même logique au son. Ah oui, le fameux 440 Hz. Exactement. L'adoption internationale du 440 Hz comme standard absolu pour la note La, on est passé de fréquences qui variaient beaucoup, souvent basées sur le 432 Hz ou d'autres trucs locaux, à une norme unique, mondiale et stricte.
Et c'est un exemple frappant de cette volonté de contrôle. Historiquement, l'accordage des instruments s'adaptait parfois à l'acoustique d'une église ou à l'état émotionnel que le musicien voulait transmettre. C'était du sur-mesure acoustique, en fait. Totalement. Les anciennes traditions associaient souvent ces fréquences spécifiques à des chakras, des centres de tension dans le corps humain. Et ces centres, ils changent constamment selon l'heure ou même la respiration. D'accord, je comprends l'aspect historique. Mais en pratique, si tous les orchestres du monde ne s'accordent pas sur la même fréquence, c'est juste le chaos absolu pour jouer ensemble, non? Un chaos logistique, oui, c'est sûr. Et c'est d'ailleurs pour des raisons de diffusion radiophonique et de commerce au XXe siècle que le 440 Hz a été imposé. C'était juste plus pratique. Voilà. Mais le texte pose la question de l'impact psychologique de tout ça. L'auteur compare cette tentative d'assigner une fréquence immuable à une énergie vivante au fait d'épingler un papillon dans un herbier. Ah oui, c'est triste vu comme ça. On a un spécimen parfait pour mesurer la taille de ses ailes, c'est sûr, mais on a complètement détruit la mécanique subtile de son vol. Le texte suggère que la musique standardisée aux 440 Hz facilite l'écoute passif. La musique de supermarché ou d'ascenseur, quoi. C'est un peu ça. On perd la capacité de mettre l'auditeur en résonance profonde avec ses propres rythmes internes. D'accord. Alors, si on revient à notre cathédrale du début, je t'avoue que l'idée d'un gars qui se pointe sur un chantier et utilise juste la longueur de son bras pour bâtir une tour de 80 mètres, je suis perplexe. Ça paraît insensé aujourd'hui. Mais comment ça tient debout sans qu'un ingénieur ne fasse des calculs de charge avec des unités précises? Et ce qui est captivant ici, c'est qu'il faut comprendre la mécanique de la division fractale dont parlent les sources. Les anciens maîtres d'œuvre n'avaient pas besoin du système métrique parce qu'ils utilisaient la géométrie proportionnelle. Et ça marchait comment concrètement sur le terrain? Eh bien, le processus décrit est très pragmatique. Quand le constructeur arrivait sur le site, il ne sortait pas des plans en 4D. Il cherchait d'abord la note clé du paysage. La note clé? Ouais, c'était une observation ultra attentive de la topographie, de la lumière, de l'eau souterraine, une forme d'écoute que le texte qualifie de connexion en 5D. Waouh! Et une fois qu'il avait capté cette ambiance ou cette note, il faisait quoi après? Il choisissait un module de base unique, ce qu'on appelait la pige ou la règle du mètre. Et très souvent, c'était basé sur son propre corps, la coudée, l'empan, la paume. Donc la taille exacte n'avait pas d'importance absolue. Exactement. La clé, c'était pas la taille en centimètres, c'était ce qu'il en faisait après. À partir de ce seul segment, tout le bâtiment était généré par des pliages géométriques simples, juste avec une corde. Genre on prend la corde, on la plie en deux et on a la moitié? C'est ça. On trace un carré à partir du module de base, on prend la diagonale de ce carré, et hop, ça devient la nouvelle mesure pour la hauteur du mur. On utilise le nombre d'or pour les fenêtres. Donc si je pige bien, on n'ajoute jamais un chiffre au hasard, du genre tiens ajoutons 15 centimètres là parce que ça fera joli. Jamais de la vie. Et c'est pour ça que ça tient encore debout. De la grande voûte jusqu'à la plus petite moulure, chaque dimension est mathématiquement une enfant du module de base. C'est une vraie croissance fractale, comme les branches d'un arbre. Oui, l'arbre se divise selon les mêmes proportions que son tronc. Et le texte affirme que c'est pour ça qu'on a l'impression que ces cathédrales chantent. Il n'y a aucune fréquence étrangère qui vient perturber l'ensemble. Voilà. Le constructeur lui-même devient le diapason. Il projette l'harmonie de son propre corps dans la pierre. C'est une façon tellement belle et radicalement différente d'envisager l'espace. Mais le document ne s'arrête pas à la maçonnerie. Non, ça va beaucoup plus loin. Il applique cette idée de mesure vivante à notre propre trajectoire de vie. L'auteur utilise une métaphore que j'aimerais qu'on creuse, c'est le concept des prises. Les fameuses prises, oui, comme des prises électriques. Exactement, comme celle qu'on a au mur. Le texte dit qu'un humain possède différents niveaux de connexion. Il y a la prise 1D, qui gère l'énergie de base, le prana, la nourriture. Le carburant, quoi. Voilà. Ensuite, la prise 2D, qui est le schéma directeur, notre code génétique ou nos talents innés. La prise 3D, c'est le rythme physique du corps dans l'espace. Et enfin, une mystérieuse prise 5D. Qui serait la capacité à entendre et à raisonner avec le champ global de l'univers, oui. C'est ça. Mais attends, l'allégorie est fascinante parce qu'elle explique notre fatigue moderne, non? Absolument. L'idée, c'est que l'énergie vitale doit traverser tous ces niveaux sans aucune résistance. Si tu as une super idée créative qui vient de ta prise 2D, elle doit se traduire par une action fluide en 3D tout en étant alimentée par ta prise 1D. Mais là, j'ai besoin de soulever un point, parce que ça me pose question. Je t'écoute. Le texte critique sévèrement la standardisation de nos vies. Pourtant, notre économie entière, l'école, les entreprises, tout repose sur le fait de standardiser ces prises, justement. C'est le but du système, oui.
On veut des employés interchangeables, des diplômes identiques, les mêmes horaires de bureau pour tout le monde. Si c'est si destructeur pour nous, pourquoi l'humanité a claqué des trilliards pour bâtir la société comme ça? Il y a forcément un énorme avantage. L'avantage est massif sur le plan de la gestion macroéconomique, c'est la prévisibilité. Si tous les individus ont la même fiche d'entrée, la même façon de penser, tu peux construire une machine sociale gigantesque. Une usine super efficace. Voilà. Mais le problème, et c'est le cœur du manifeste de l'auteur, c'est la différence fondamentale entre la conformité et la conductivité. Et c'est quoi la différence exacte pour toi? Imagine un câble pour charger ton téléphone. L'éducation moderne se concentre uniquement sur la forme de l'embout, la conformité. Il faut que ton embout USB-C rentre parfaitement dans la fente de la société. Sinon, t'es hors système. C'est ça. Mais si, à l'intérieur de ton câble, les fils de cuivre sont sectionnés, ou si la prise murale n'est même pas branchée au courant, la perfection de ton embout USB-C, elle sert à rien. Le courant passera pas. Exactement, l'énergie vitale ne passera pas, c'est l'absence de conductivité. L'auteur affirme qu'aujourd'hui on passe notre vie à limer notre fiche personnelle pour rentrer dans les prises des autres. Mais à l'intérieur, on est éteint. Les fusibles ont sauté. C'est exactement le sens du manifeste du souverain dans les sources. Pour un robot, le standard rigide est vital. Mais pour un être vivant, il n'y a qu'une seule métrique valable, c'est la résonance. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant. Parce qu'on ne peut pas juste tous partir vivre dans une grotte et jeter nos téléphones. Ce serait compliqué, oui. L'auteur propose donc une expérience de pensée pour concilier ces deux mondes, avec l'histoire d'un personnage qui s'appelle Max. Le fameux Max, le programmeur. Oui, Max travaille sur une base de données pour une smart city, une ville intelligente. Il fait une interface classique, basée sur notre bonne vieille logique métrique en 3D. Mais quand il lance le truc, Le système plante direct. l'ordinateur central affiche erreur interface morte. Le système refuse de démarrer parce que l'interface est plate, elle manque de vie. Alors, comment Max fait pour réparer ça concrètement? Eh bien, Max, il déploie la fractale. C'est un pont génial entre le code informatique et l'architecture vivante d'avant. Il capte qu'une ville ne se gère pas avec des boutons plats validés ou annulés. Il faut plus que du binaire. Il remplace donc ces boutons par 5 nœuds fréquentiels. Attends, comment un bouton sur un écran peut avoir une fréquence? Prends la conception d'un parc public dans sa ville virtuelle. Un logiciel classique, il calcule le budget, la surface, et il trace des allées toutes droites. Mémoire. La mémoire de la Terre, genre quelle plante on met? Exactement. Est-ce que ça correspond à la mémoire écologique du lieu? Ensuite, le nœud 3D s'occupe de la forme, des textures physiques dont les habitants ont besoin pour se sentir bien. D'accord. Et le 4D? C'est le temps, C'est le rythme, oui. les cycles naturels. Est-ce que le parc suit la course du soleil au lieu d'avoir des lampadaires programmés bêtement de 20h à 6h du matin? Et le dernier, le 5D? C'est la résonance globale. C'est ça. Comment le désir profond des habitants s'harmonise avec tout le reste. C'est un vrai changement de paradigme. Au lieu de forcer la nature à rentrer dans une case Excel, le code de Max devient comme un système nerveux. Il ressent la ville avant de la bâtir. C'est le principe même. Et tout ça repose sur un postulat scientifique majeur d'Enotep 16. La matière, au niveau quantique, n'est pas solide. Tout est fréquence. Nos sens ne seraient que des démodulateurs. Exactement, comme pour une radio. Prends la vue. La couleur violette, physiquement, ça n'existe pas dans l'univers comme un objet. C'est juste une onde. Une onde électromagnétique à environ 700 THz. Ton œil capte l'onde, la démodule, et ton cerveau te dit « Tiens, c'est du violet ». Le texte parle même de la cimatique pour prouver ça. La cimatique, c'est ce truc où on met du sable sur une plaque de métal. Ouais. Et on fait vibrer la plaque avec un archet, c'est ça? C'est ça, le sable est un chaotique. Et soudain, tu joues une note précise, et le sable s'organise en motifs géométriques parfaits. Des vrais mandalas. Et si on change la note, le motif change? Immédiatement, ça prouve que la forme, ce n'est que de la musique figée. La structure physique d'un corps, c'est le résultat de la fréquence qui le traverse. Donc, sentir la fréquence, ça permet d'éviter les mensonges de la 3D? Les mots peuvent te mentir, un bilan comptable peut être truqué, mais une fréquence discordante, ton corps la ressent toujours. Alors, qu'est-ce que tout ça signifie pour nous au quotidien? Si on résume cette plongée, le message est un appel à une vraie mutation. Les sources disent qu'on arrive à la limite de la civilisation de la mesure. Celle qui nous divise en kilos et en statistiques. Voilà. Et l'urgence, ce serait de passer à une civilisation de la résonance. Le seul standard serait la pureté de notre réception intérieure. Le document finit sur les mots d'un maître qui donne un conseil limpide. Jeter les règles préfabriquées des écoles et des bureaux.
Oui, et chercher en soi ce moment précis, ce souvenir, où on s'est senti intensément vivant. Et utiliser cette fréquence-là pour construire le reste de sa vie. Et cela soulève une question fondamentale. Une lecture vraiment troublante de notre époque. Le document insiste sur le fait que notre biologie est un instrument de mesure parfait. Quand quelqu'un ment ou qu'on mange un truc avarié, on n'a pas besoin de thermomètre. Le ventre se noue. Notre démodulateur interne hurle que la fréquence est mauvaise. Et sachant ça, on peut se poser la question finale des textes. Et si l'épidémie mondiale de burn-out, d'anxiété et de perte de sens, c'était pas du tout une fragilité psychologique? C'est-à-dire, Et si c'était la preuve que nos capteurs biologiques fonctionnent à la perfection? Ces burn-out seraient juste les alarmes d'un organisme fractal naturel, qui hurle à l'aide parce qu'il est coincé dans une boîte standardisée. exactement, forcé de suivre des emplois du temps rigides, coupés des cycles naturels. Ce ne serait pas l'humain qui est marade. Ce serait notre biologie saine qui refuse de s'adapter à une fréquence morte. Voilà. Je pense qu'il y a vraiment matière à réfléchir là-dessus pour tout le monde. Une sacrée pensée pour clôturer cette analyse. Merci d'avoir exploré ces standards fractales avec nous et on vous laisse méditer sur votre propre résonance. À très vite.